Bonjour. Vous avez devant vous un militaire, un officier de marine et aussi un pilote de chasse embarqué sur porte-avions. Alors vous vous dites, un militaire, c'est du sérieux, c'est du solide, ça se fait obéir, ça donne des ordres. Ce qui est sûr, c'est qu'être militaire, c'est d'abord savoir se battre. Se battre contre l'ennemi, évidemment. Mais c'est aussi savoir se battre contre soi-même, contre ses peurs, contre ses limites, contre ses doutes, contre le découragement. Et puis c'est aussi savoir se battre avec son équipe, avec son équipage, contre la fatalité du destin. L'amiral Stockdale, un pilote de chasse américain qui a été abattu pendant la guerre du Vietnam, a passé 8 ans de détention à Hanoï, dans une prison qui s'appelait le Hanoi Hilton. Il y a été torturé à plusieurs reprises. Et dans ses mémoires, il raconte que les premiers de ses camarades qui sont morts, c'étaient les pessimistes. Les pessimistes pensaient qu'ils étaient en captivité et que tout était foutu. Et du coup, ils ne se battaient pas. Et de manière étonnante, ceux qui sont morts juste après, c'étaient les optimistes. Les optimistes se disaient « on va être libérés ». Ils attendaient Noël, à Pâques, ils n'étaient pas libérés, et en juin, ils étaient morts, parce qu'ils ne s'étaient pas battus. Pour vivre, pour survivre, il faut se battre. Il faut se battre au quotidien. One day, one fight. Et finalement, la défaite, ce n'est que l'issue d'un combat qu'on n'a pas livré. Alors, je vais vous raconter 2 histoires, 2 immersions, 2 combats. Première immersion, appontage de nuit sur un porte-avions. Alors ça commence, comme sur la photo, par un catapultage et une mission opérationnelle de plusieurs heures, au-dessus de la mer ou au-dessus de la terre, et puis du ravitaillement en vol et un retour en haute altitude avec un équipier. Voler de nuit sur un porte-avions, c'est absolument fabuleux. Au-dessus des nuages, un firmament d'étoiles. On se croirait dans une cathédrale et on se prendrait presque pour un cosmonaute. Mais en dessous des nuages, quand on descend vers la mer, c'est le noir absolu. Il n'y a plus aucune référence. C'est comme dans une cave. Et piloter un avion de chasse dans une cave, c'est compliqué. Il faut faire confiance à ses instruments, à sa planche de bord, et puis à cette petite ligne verte qui sert d'horizon artificiel dans son viseur. C'est le fil d'Ariane qui va faire revenir à bord. Alors, il faut quitter les étoiles et plonger vers le noir, plonger vers le porte-avions. Une piste à terre, c'est 3 km, 80 mètres de large, c'est très bien éclairé, il y a des lumières partout, il y a la ville qui n'est pas très loin, et donc ce n'est pas si compliqué que ça. Celle du porte-avions, elle fait 200 mètres de long, 30 mètres de large, le bateau avance, parfois il bouge, elle est faiblement éclairée, parce qu'il ne faut pas être ébloui dans le noir absolu. Alors, revenir vers un porte-avions, ça ne se fait pas comme une piste. On ne peut pas freiner pour se poser. Il faut attraper un câble d'acier avec un crochet qui est sous le ventre de l'avion, une crosse, qui va attraper un des 3 câbles qui est à l'arrière du bateau et qui va servir à freiner l'avion avant qu'il retombe au bout de la piste. À la vitesse d'approche de l'avion, la crosse survole la zone des 3 brins en 1/3 de seconde. Alors c'est compliqué, c'est difficile. C'est d'ailleurs tellement difficile qu'il faut être aidé. Alors à l'arrière du bateau, dans le noir aussi, un ancien pilote, un officier d'appontage, va donner des conseils, assurer la sécurité, et puis il va aussi vous noter. La technique, pour revenir sur le bateau, c'est un mélange assez subtil entre de la très haute technicité et du lâcher-prise. La haute technicité parce qu'il faut être extrêmement précis. Il faut piloter son avion comme une horloge, au point qu'on se prendrait comme un robot en train d'exécuter un logiciel. La vitesse au nœud près, la descente au 10e de degré près, le cap au demi-degré près. Et puis de l'autre,
Les émotions, le noir, le sentiment oppressant de cette obscurité dans laquelle il n'y a pas de référence, la complexité de la tâche, la pression du résultat, le fait que pour apponter, les réserves de carburant sont faibles, parce que la masse maximale de l'avion ne supporte pas beaucoup de réserves. Ça veut dire que si on rate, on n'a pas beaucoup de chance. On a 1 ou 2 tentatives supplémentaires. Sinon, il faut se dérouter ou aller faire le plein sur une citerne volante. Alors, il faut dompter ses émotions. Alors, j'ai quitté les étoiles, mon avion est descendu vers la mer, c'est tout noir, je suis à 20 km derrière le porte-avions, je sors mon train, je sors ma crosse d'appontage et je me prépare. Mon cœur bat à la chamade. Je me dis que ça va être difficile. Alors il faut se détendre, il faut se déstresser. Dans mes chaussures de pilote, je fais du piano avec mes doigts de pied pour me détendre. Je me dis que j'ai été sélectionné, que j'étais entraîné, et puis aussi qu'on va m'aider. Il y a cet officier d'appontage qui est au bout du bateau. Faire confiance à sa bonne étoile. Alors mon avion commence à descendre vers le porte-avions. Un contrôleur aérien me guide. Il égrène les caps et les altitudes. Et puis à un moment, il me fait son annonce réglementaire. Un nautique, 350 pieds, annoncé miroir. Mon avion est à 2 km à l'arrière du porte-avions, 100 mètres au-dessus de la surface des flots. C'est à moi de jouer. Alors je fais aussi mon annonce réglementaire. Miroir, 15, Rocky. Je vois les références de la piste, le petit tas de lumière sur lequel il va falloir que je me pose. J'ai 1,5 tonne de carburant et j'ai donné mon nom de guerre. Alors je commence une boucle de pilotage de plus en plus fine. Il s'agit de rester dans un cône virtuel qui, au début de l'approche, fait 30 mètres de diamètre et se réduit au moment où la crosse va taper sur le pont. Il ne va plus faire que 30 cm. Pour vous donner une idée des choses, c'est comme si, avec votre Porsche, vous passiez la barrière de péage de l'autoroute dans le noir total, à 300 km/h, avec juste une petite lumière à gauche et une petite lumière à droite sur les parpaings de béton. Très concentré. Les lumières se rapprochent, les corrections sont de plus en plus fines. L'officier d'appontage donne un conseil ferme. Lève le nez. Petite pression sur le manche. Les lumières surgissent, l'avion tape sur le pont. La crosse a probablement accroché, la manette des gaz part sur l'avant, au cas où ça ne serait pas accroché. Et là, je sens la décélération, mon corps se tend dans les bretelles. L'avion avale les quelques lumières de la piste et s'arrête au bord du noir. C'est gagné, à bord. Victoire sur soi, victoire aussi pour l'officier d'appontage. Deuxième immersion. Cette fois, c'est en océan Indien. Je commande une frégate furtive. On est parti de Toulon depuis quelques semaines, on a passé le canal de Suez, on descend la mer Rouge. L'humeur est aventureuse, on part pour 4 mois et demi en océan Indien avec un équipage. Il est 10 h du matin, je suis à la passerelle, et le PC télécommunications me dit « L'amiral qui commande les forces de l'océan Indien veut vous parler ». Je file au PC télécommunications. Sur le téléphone satellite, l'amiral me dit « Des pirates viennent de prendre d'assaut le Ponant, un voilier de commerce. Il faut que vous alliez sauver ces gens-là. Foncez sur zone. » Je raccroche le téléphone, le sourire aux oreilles, en me disant « La baraka a trouvé son ami. La mission de ma vie va commencer. » Je remonte à la passerelle, je demande au chef de quart de sortir la carte pour commencer à calculer le temps qu'il me faudra pour aller du détroit de Bab el-Mandeb à la pointe de la Somalie. Au moment précis où je plante le compas sur ma carte pour calculer la distance, le bateau est pris de trépidation incroyable. Le pupitre de la machine à la passerelle s'éteint. J'entends la communication affolée du PC machine qui me dit « Commandant, on vient de perdre la ligne d'arbre bâbord. C'est le grand axe
d'acier qui entraîne l'hélice et qui part des moteurs. Alors je laisse là mon compas, je file au PC machine, et là, c'est la consternation. Avec le chef machine, on descend dans le local de la ligne d'arbre, et là, une apocalypse. La tôle est tordue et fumante, l'électronique de commande est en confetti, et il y a de l'hydraulique qui suinte sur tous les murs du local. On remonte au PC machine, tout le monde se regarde, tout le monde a compris que c'était foutu. Alors on rappelle l'amiral, on lui explique qu'il ne pourra pas compter sur nous. Je prends la diffusion générale, je dis que la mission de 4 mois et demi est bien là en train de se terminer, et je vais tout seul dans ma chambre méditer sur les fortunes du destin. Et au cours de l'après-midi, alors que je n'ai rien demandé, j'ai mon premier maître, donc un officier marinier, responsable du secteur propulsion, qui toque à ma porte. C'est pas n'importe qui, ce gars-là. C'est un grand type, assez rugueux, avec qui les relations, et depuis le début, sont pas faciles. Voilà, il me prend un peu de haut, moi je suis pilote, et donc voilà, je fais pas partie de sa famille. Et il me dit, commandant, je pense qu'on peut réparer. Étonnement de l'ingénieur. Je me remémore ce tas de tôle fumant, cette électronique en confetti, et me demande bien comment mon mécano va pouvoir me proposer une solution. Alors je descends au carré, et je déroule avec le chef machine les plans de la ligne d'arbre. On y passe l'après-midi. On a notre mécano qui nous explique qu'en coupant tel machin, en rebranchant tel autre truc, on va y arriver. Alors moi, je suis très incrédule. Je suis pilote de chasse et je ne suis pas ingénieur en propulsion. Mais ils finissent par me convaincre. En fin d'après-midi, je me décide à rappeler mon amiral. Et donc je lui dis, amiral, on pense qu'on peut réparer en 24 heures, si vous nous aidez. On a besoin d'un technicien, d'un peu de matériel, et surtout, on a besoin que vous convainquiez mon chef à Toulon, qui lui est convaincu que c'est foutu. L'amiral me répond enthousiaste, j'ai besoin de vous, j'en fais mon affaire. Je raccroche le téléphone, et là, dans le bateau, une bouffée d'oxygène vient alimenter la petite lueur d'espoir qui était née au milieu de l'après-midi. Mes 30 mécanos commencent à s'affairer comme une ruche. J'ai même le capitaine d'armes du bateau, qui est un fusilier commando, qui s'improvise dessinateur en 3D pour faire des plans d'intervention. Le lendemain matin, à l'aube, on arrive à Djibouti. Dans la nuit, le matériel est arrivé, le technicien. Alors commence une opération difficile. Il fait très chaud, le local est extrêmement exigu, l'opération technique est complexe. Je laisse les mécanos faire, je me réfugie au carré, j'ai l'impression d'être un papa qui attend l'accouchement de son premier enfant. Les heures passent, et puis vers 15 heures, mon premier maître mécano revient en disant « ça va le faire ». Je continue à attendre, et vers 20 heures, le chef machine, l'officier en responsable de la propulsion, vient me voir et me dit « Commandant, on peut partir pour les essais ». Alors, au milieu de la torpeur tropicale de Djibouti, on largue les amarres et on part dans la nuit faire les essais. On augmente la vitesse, 12 nœuds, 15 nœuds, 17 nœuds, on passe sur 4 moteurs, on monte à 24 nœuds, la vitesse max du bateau, on y reste pendant 1 heure, et ça tient, ça tient. Je reprends mon téléphone, j'appelle l'amiral et je lui dis « Amiral, pari tenu, vous pouvez compter sur nous ». Je raccroche le téléphone, je donne les ordres, on refonce vers Djibouti pour récupérer du matériel, des forces spéciales, des opérateurs du GIGN. On quitte Dardar Djibouti et on fonce pendant 3 jours, à 24 nœuds, vers la Somalie. La fortune de l'histoire fera qu'on arrivera une demi-journée trop tard. Entre-temps, d'autres bateaux auront participé à la libération des otages, et mon bateau, lui, participera à la rétention des pirates et à leur retour en France. Mais ça, c'est une autre histoire. Le vrai combat, ça a été celui de l'équipage, la foi, le combat contre le désespoir, l'idée d'une solution, la mobilisation collective, le combat contre la fatalité. Alors tout le monde croit que les grandes choses sont le résultat de grands combats. La réalité, c'est que les grandes choses sont le fruit de 1000 combats. 1000 combats d'un jour, comme les 2 que je vous ai racontés.
des petits combats, des petites défaites aussi, parce que parfois on rate le bras et on recommence, et puis toutes les pannes ne se réparent pas facilement à la mer. Mais vous aussi, vous tous, vous menez chacun dans votre vie des petits combats. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que ça paraît insurmontable que c'est infaisable. L'important, c'est de se battre, avec lucidité, avec persévérance, contre soi-même, avec son équipe. One day, one fight.